Arnaud Benedetti, bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct comme chaque semaine. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Démarrons avec cette annonce tonitruante de Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale et candidat à la présidence de son parti, rappelons-le, face à Bruno Retailleau, annonce aujourd'hui la suspension des subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'université Lyon 2, région dont il a cédé la présidence à son dauphin en juin dernier. Laurent Wauquiez qui se dit inquiet par la dérive islamo-gauchiste au sein de la faculté, comme l'a illustré notamment l'interruption du cours du professeur Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient, sur fond de polémique sur le Ramadan. Arnaud, réaction bienvenue selon vous de Laurent Wauquiez? En tout cas, ce qui était choquant, c'est qu'un enseignant ne puisse pas dispenser son enseignement parce que des étudiants, pour des motifs qui sont exclusivement politiques et militants, l'en empêchent. Et ce qui était doublement choquant, c'était que cet enseignant, dans un lieu où la liberté académique veut dire quelque chose, ne soit pas soutenu comme il aurait dû l'être par la présidence de son université. Donc, de ce point de vue, Laurent Wauquiez prend une décision qui est une décision qui apparaîtra à certains comme, en effet, extrêmement maximaliste, voire radicale, mais qui, pour le coup, compte tenu de ce que l'on connaît dans un certain nombre d'universités, peut-être s'avère nécessaire pour commencer à au moins faire en sorte qu'une prise de conscience se fasse au niveau de l'encadrement dans un certain nombre d'universités ou de grandes écoles parfois, pour que ne soit plus accepté un certain nombre de comportements qui sont inacceptables. Qu'il y ait une liberté d'expression dans l'université, c'est un fait et c'est une nécessité. Que l'on empêche des enseignants de pouvoir faire leurs cours, là, on franchit, on voit bien, en l'occurrence, quelque chose qui n'a pas sa place dans l'université. Alors après, évidemment, sur le plan politique, n'oublions pas que Laurent Wauquiez, et il faut quand même le noter, dans une campagne électorale au sein de son propre parti, et que c'est vrai que depuis quelque temps, il multiplie, j'allais dire, des annonces qui, d'une certaine façon, montrent qu'il veut conquérir un électorat droitier, parce qu'il pense que c'est là que le barycentre de LR se trouve situé. Alors précisons que cette affaire Balanche s'est encore envenimée avec la démission le 5 mai dernier du vice-président de l'université Lyon 2, Willy Beauvalet-Haddad. Ce professeur de sciences politiques est visé par une enquête pour apologie du terrorisme après avoir fait éloge d'Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah éliminé par Israël sur les réseaux sociaux. On est là face à une dérive absolue. Vous parlez de liberté d'expression. Oui, mais on voit bien que l'université a toujours été quand même de tout temps un lieu à la fois de débat, mais aussi de conflictualité. Vous savez, l'université des années 60 et 70 en France et ailleurs était traversée de polarisation idéologique qui était parfois très forte. On l'a un peu oublié, mais c'est notamment à Paris 8. Réalité. Oui, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est peut-être un peu nouveau en l'occurrence, c'est que on veut empêcher la pluralité. On veut empêcher la pluralité. Et le cas de cet enseignant spécialiste de géopolitique, spécialiste du monde arabe, spécialiste de la Syrie, qui ne peut pas s'exprimer sous la pression d'étudiants, est quelque chose que l'on retrouve malheureusement dans un certain nombre d'autres universités. Je rappelle que, par exemple, un certain nombre de conférenciers sont parfois interdits de conférences dans un certain nombre d'universités parce que des présidents d'universités peuvent considérer qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, alors que le trouble de l'ordre public et à l'ordre public, il est créé par ceux qui veulent justement empêcher des conférenciers de pouvoir s'exprimer au sein de l'enceinte universitaire. C'est vrai, le vrai sujet, il est là, c'est qu'il faut permettre les conditions du débat et les conditions d'un débat qui soit un débat respectueux des positions des uns et des autres. Quant à cet enseignant, moi je ne connais pas cette affaire, je ne pourrais pas me prononcer véritablement dessus en l'occurrence. Il a qualifié Hassan Nasrallah de résistant. Voilà, sa démission démontre en tout cas qu'il y a un malaise au sein de cette université. Arnaud, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux réactions à la sortie de l'enquête sur le fonctionnement de la France insoumise. Le livre s'intitule La Meute, il est paru chez Flammarion, un livre qui suscite beaucoup de réactions, notamment à gauche. Le leader communiste Fabien Roussel évoquant, je cite à propos des LFI, une secte. La chef des écologistes, Marine Tondelieu, a pris un peu ses distances avec ses critiques tout à l'heure en regrettant, je cite, une stratégie de diversion qui consiste à dire que le mal incarné en France, c'est Mélenchon et
LFI. Au vu de ces divergences, Arnaud, est-ce que vous direz que la fin du nouveau Front populaire est désormais quasi actée? Je n'en suis pas sûr. C'est une petite musique que j'entends depuis un certain temps, mais je n'en suis pas sûr. Je suis de ceux qui pensent que si demain il y avait des élections législatives, c'est-à-dire au mois de juillet ou peut-être au mois de septembre, nous aurions toutes les chances de nous retrouver avec une configuration d'alliance à gauche. Alors peut-être avec un autre label pour désigner ce cartel électoral. On est passé, je rappelle, de la NUPES au nouveau Front populaire. Mais si vous voulez, les intérêts des uns et des autres sur le plan électoral sont tels qu'ils ont quand même, malgré leur division, toujours face à l'obstacle électoral, le recours à cette unité qui est une unité de façade, certes, mais qui sur le plan électoral leur permet de maintenir leur position. Vous savez, on a vu hier, peut-être qu'on en parlera, mais une proposition de résolution à l'Assemblée nationale. On va en parler dans un instant. À propos de voilà, Moulem Sansal. Qui était portée par Constance Le Grip, et on a vu exactement les mêmes divisions, d'une certaine façon, s'exprimer entre d'un côté les socialistes, les écolos, et de l'autre LFI. Mais force est de constater qu'au résultat, s'il n'y avait pas eu, j'allais dire, l'alliance, là, pour le coup, de la droite et des macronistes, et même du Rassemblement national, force est de le constater, cette proposition de résolution n'aurait jamais été, de ce point de vue-là. Mais vous avez été surpris, Arnaud, de voir les députés insoumis voter contre cette résolution qui appelait à la libération immédiate de l'écrivain franco-algérien Moulem Sansal? Malheureusement, si je puis dire, malheureusement, en effet, vous imaginez bien, si je puis dire, je n'ai pas été surpris. La position de LFI est conforme à la position qui était la sienne lors d'une proposition de résolution un peu similaire qui a été votée au Parlement européen. Souvenez-vous, on avait fait grand cas du vote négatif de Madame Rima Hassan à ce moment-là. Les députés LFI ont reproduit ce vote de manière très explicite. Alors, encore une fois, moi je pense que certes des divisions existent au sein du nouveau Front populaire, qu'elles sont fortes, mais que l'instinct de survie électorale risque de l'emporter une fois de plus si demain il y avait des élections. Alors il y aura quand même un test important sur cette question-là. Ça sera les élections municipales. Alors j'allais justement y venir, puisque Boris Vallaud en a parlé ce matin sur RTL, je le cite, c'est le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, il est lui-même candidat à la tête de son parti au prochain congrès PS en juin. Nous sommes dans une forme de divorce consommé avec LFI. Il annonce également que le PS ne passera pas d'accord avec LFI à l'occasion des municipales de 2026. Ça confirme votre thèse, il y a une distinction à faire entre ce qui pourrait se passer pour les municipales et d'éventuelles législatives. Oui, alors on verra bien d'ailleurs. On verra bien, parce qu'il y aura les consignes, si vous voulez, des appareils politiques, et puis on verra sur le terrain comment cela se passe. On verra par exemple à Marseille si le fameux printemps marseillais, qui avait été la coalition qui avait permis à la gauche de reprendre, on s'en souvient, la ville de Marseille, finalement, que la nouvelle coalition que pourra conduire par exemple M. Payan se fera sans les insoumis. J'attends de voir en la matière, je n'en suis pas du tout sûr. Alors on voit bien qu'aussi, si vous voulez, la déclaration de M. Vallaud, elle s'inscrit dans le contexte du congrès du Parti socialiste. Oui. Il s'agit d'une certaine façon de prendre ses distances par rapport vraisemblablement à ce qu'incarne M. Faure depuis quelques années au sein du Parti socialiste. Il est sûr que les élections municipales sont des élections différentes des élections législatives, où la nécessité des alliances est parfois moins importante qu'elle ne l'est lors d'un scrutin législatif, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, parce que ce n'est pas le même mode de scrutin, pour toutes les raisons que l'on peut imaginer. Mais, encore une fois, là aussi, on est très loin encore, même si on est à moins d'un an maintenant des élections municipales. On est très loin de ces élections municipales et on va voir comment les choses vont se nouer. Mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même entre des municipales qui sont des élections locales et des élections législatives qui sont, elles, des élections nationales. Une dernière question, Arnaud. Quelle est selon vous aujourd'hui la force dominante de cet attelage à gauche à la veille en tout cas un an avant les municipales? J'ai envie de dire que ça bouge et ça bouge pas. Alors ça bouge parce qu'on a vu lors des dernières élections européennes quand même M. Glucksmann, il y a un an, faire une petite percée avec une offre social-démocrate qui se voulait une offre en rupture avec finalement l'alliance avec la France insoumise. Mais la réalité, c'est qu'on a vu quelques jours plus tard cette alliance se reconstituer dès qu'il s'agissait d'aller
avec les élections législatives. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand même globalement, pour l'instant, les gros bataillons électoraux sont plutôt du côté de la France insoumise, même si c'est peut-être moins vrai que ça ne l'a été en 2022 et que les choses bougent. Mais dans le cas d'une élection présidentielle, si demain il y avait une élection présidentielle, je suis de ceux qui pensent qu'à gauche, vous savez, une élection présidentielle, c'est une élection d'incarnation, de très grand charisme, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça qu'elle a été constituée. De ce point de vue-là, malgré ses outrances, malgré ses provocations, malgré tout ce que l'on sait du personnage, Jean-Luc Mélenchon conserve un capital politique qui lui donne une efficacité certaine dans ce type de configuration, même si les choses peuvent encore bouger. Wait and see. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié chez Michel Lafon, Aux portes du pouvoir, RN l'inéluctable victoire. Votre chronique est à réécouter sur radioj.fr et à retrouver en vidéo sur YouTube. Très bon après-midi à vous. Merci à vous.